Merci, bonjour à tous. Je suis très flatté d'intervenir devant cette assemblée. Et j'ai entendu des choses tout à fait intéressantes tout à l'heure. Petit point liminaire, ce que je ne vais pas faire, c'est bien évidemment vous donner des leçons ou vous donner des solutions. Peut-être d'ailleurs n'y a-t-il pas de problème. Si j'ai mal entendu ce que me disait mon écouteur tout à l'heure, mais il semblerait quand même qu'il y ait quelques difficultés à régler, pas simplement sur le plan économique. Donc, comme je n'en savais rien, j'ai préparé cette petite intervention indépendamment et naïvement. Donc, je vais faire une présentation comme je la fais souvent en formation, notamment de chef d'établissement. Et il me faut, ma sœur, environ 5 heures pour présenter, mais là, je ne dispose que de 30 minutes, donc on me coupera la parole, j'ai l'habitude, c'est la règle du jeu. Excusez-moi ensuite de cet écran, c'est comme je ne veux pas avoir la malpolitesse de me détourner pour regarder les diapos, je les ai sous le nez. Voilà, c'est une simple question de préséance. Donc, je ne veux pas vous apporter de solution toute faite, ce serait très outrecuidant, et je ne suis pas là non plus pour vous vendre, pour promouvoir le modèle français. Le meilleur modèle, c'est celui qui répond à un problème donné, dans un contexte donné, lorsque cela est possible. C'est une expérience modeste, dont j'ose affirmer qu'elle a plutôt réussi. Je parle sous le contrôle de personnes qui connaissent aussi bien que moi le système, parce que la France a généré ce contrat dans une situation qui résulte de conflits qui duraient depuis des centaines d'années. Entre l'Église et l'État, je ne veux pas vous refaire la loi de 1905, entre le privé et le public, donc on ne va pas donner d'argent aux curés, mais on ne va pas en donner non plus au grand capital dont les enfants se reproduisent dans la bourgeoisie de nos écoles, dans l'entre-soi, etc. Et donc les relations ont toujours été extrêmement compliquées, sans que l'on mette en question pour autant le fait que l'Église catholique, en l'occurrence, si elle n'avait pas existé, il n'y aurait sans doute pas eu d'école. Ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. L'école catholique, à l'évidence, a formé. L'école catholique a fait fonder les écoles, et l'école catholique, comme on dit maintenant, elle est incontournable. Donc les destins du service public d'une part et de l'enseignement privé catholique d'autre part, ce sont des destins qui sont indissociables. Mais des circonstances, c'est comme ça qu'évolue l'histoire, des circonstances ont permis de faire avancer le système. On est dans les années 50, donc après la guerre, on a parlé de Staline tout à l'heure, j'y reviendrai, une énorme pression, le baby-boom en France, c'est ma génération, et des élèves en masse déferlent dans l'école publique, également dans les écoles privées, sachant que dans nos écoles privées, catholiques, les bâtiments sont souvent un petit peu délabrés, et De Gaulle, qui était au pouvoir à la fin des années 50, qui était un homme très pragmatique, a posé la bonne question. Si ces écoles ne peuvent plus assurer financièrement le fonctionnement, les familles vont tout de même les scolariser, mais à ce moment-là dans l'enseignement public. Et l'enseignement public est-il en capacité de recevoir toute cette masse d'élèves? Évidemment non. Donc les intérêts, très rapidement, s'ils sont contradictoires, de toute façon, vont se rencontrer à un moment ou à un autre. Et le coût de cette liberté de l'enseignement qui était prévue par la loi depuis 1850, je vous passe les détails techniques. Vous savez, les juristes, on n'est pas intelligents, mais on sait à peu près lire les lois. Je vous fais grâce de ces considérations qui, en général, empoisonnent tout le monde. Mais depuis 1850, en France, on peut ouvrir une école. C'est un droit absolu, reconnu par les constitutions, reconnu par toutes les instances juridictionnelles. Donc on peut ouvrir une école privée, comme les vôtres, comme il y en avait en France à l'époque, elles étaient privées parce que l'État ne participait pas, le contribuable ne les finançait pas. Et c'était très injuste. Comme vous l'ont dit plusieurs intervenants tout à l'heure, il n'est pas admissible que pour faire scolariser son enfant dans une école que la République a admis comme étant une école privée au nom de la liberté de l'enseignement, eh bien, il faille
dépenser des sommes qui dépassent les moyens, notamment des familles modestes et pourquoi pas des familles. Donc ce coût est injuste, en dehors du droit, en dehors de la Constitution, parce qu'il ne permet pas de faire scolariser, éduquer son enfant, puisqu'on va au-delà de l'instruction, dans un établissement privé. Donc ces locaux, j'en ai parlé, le service public est incapable, à la fin des années 50, d'absorber toute cette population, et en plus, pénurie d'enseignants. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais en France, ça prend des proportions relativement importantes. Avec, dans le paysage, cette séparation des églises et de l'État, le débat est toujours très dogmatique, très violent, et les évêques eux-mêmes ne sont pas très à l'aise, pas très tendres, ils ont freiné des cas de fer lors des négociations, bien sûr. Si on envoie ces enfants dans l'école de la République, ils risquent d'y perdre leur âme. Si j'avais un petit peu de temps, je vous donnerais quelques citations assez hallucinantes, non pas d'évêques, Dieu m'en garde, mais des textes au nom des évêques concernant la dépravation que pourraient découvrir les enfants dans l'école publique. Et à l'inverse, les laïcards, comme on les appelle chez nous, ne veulent surtout pas que l'on donne de l'argent à ceux qui vont enfermer nos petites têtes blondes dans un moule clérical. D'où 3 points à mon intervention. Ce qu'un auteur, c'est une thèse très intéressante, a appelé le Yalta scolaire. On a parlé de Staline tout à l'heure, il a fait partie de Yalta, c'est-à-dire on a admis l'existence de 2 blocs. Comment? Eh bien, en les contractualisant, on se met d'accord, c'est un deal. Et au bout de 58 ans, puisque cette loi date du 31 décembre 1958, qu'en est-il? Eh bien, comme l'a dit la sœur, sur un petit texte que j'avais envoyé en résumé de tout cela, ça fait tellement partie du paysage que, bien évidemment, personne, fût-ce les plus violents contre ce texte, plus personne ne le remet en question. Un petit mot sur ce Yalta scolaire. J'ai mis une dualité légitimée, la formule n'est pas de moi, elle est d'un chercheur en sciences de l'éducation, je lui rends la formule, il s'appelle Bruno Pousset. La loi de Debré, c'est bête, c'est simple, comme tout contrat. On propose aux établissements, soit, s'ils remplissent les conditions, notamment de sécurité, etc., de se faire intégrer dans l'éducation nationale. Il y en a eu pratiquement pas, c'est totalement marginal. Ou les établissements peuvent rester totalement libres, c'est-à-dire une entreprise privée qui finance ses enseignants et qui crée ce que l'on peut considérer comme une entreprise. Ou alors, 3e possibilité, on signe un contrat, et lequel? Alors ce contrat, si cela intéresse certains d'entre vous, il est disponible, vous pouvez même le trouver sur Internet, et je peux vous l'envoyer. Le contrat avec l'État, il est le même pour tous les établissements. C'est un recto verso A4, il y a 14 articles, et tout ce qui n'est pas dans le contrat relève de la liberté de l'enseignement. Pour signer un contrat, il faut qu'on existe depuis un certain temps. Il faut être crédible. Donc il faut exister depuis 5 ans. Pas de souci pour vos écoles qui existent depuis plus longtemps que cela. Il faut que les maîtres soient qualifiés. Dans une vie antérieure, j'ai été chef d'établissement avant de les former ou de les déformer. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans l'établissement, qui était sous la tutelle d'une congrégation enseignante avec laquelle j'ai gardé des liens tout à fait affectueux, il y en a certains dont la compétence se limitait à la bonne volonté. Donc, il est évident que si on veut être crédible, il faut des enseignants formés, je n'ai pas dit formatés. Donc, délai d'existence, 5 ans, que les maîtres soient qualifiés. Il faut que les locaux ne soient pas délabrés, pour des questions évidentes de sécurité. Et il faut besoin scolaire reconnu, c'est-à-dire que l'on ait suffisamment d'élèves pour que le contribuable accepte de mettre la main au porte-monnaie. Et puis, il y a une cinquième condition qui est apparue assez récemment, en 1985. Figurez-vous, je vais vous faire rêver, et j'ai rêvé pendant quelques années, il suffisait le jour de la rentrée, lorsque j'étais tout jeune chef d'établissement, un jeune freluquet de 30 ans, il suffisait que j'ai un élève de plus que de 24, et j'avais immédiatement, et de droit, une ouverture de classe et les moyens y afférents. C'était évidemment un argument donné à nos adversaires. Nous étions plus favorisés, paradoxalement, que dans l'enseignement public. Ceci a disparu,
et ça ne choque évidemment plus personne, sauf quelques ultras farfelus. Ce qui fait que le contrat avec l'État en France, c'est ce petit triangle que vous avez derrière moi, c'est bien... Non, là, il n'est plus. J'appelle la régie. J'étais en train de parler sur mon texte en croyant que les diapos... la diapo numéro 9, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait la mettre? Ce sont les impondérables du direct, comme on dit à la télévision. Non? Parce que je n'ai pas la main sur mon diaporama. La diapo numéro 9, vous voyez, c'est toujours un exercice de funambule que de faire une intervention. Voilà. Alors, je ferai un petit coucou quand vous me changez, d'accord? Donc, j'espère avoir été clair malgré l'absence de diapo. Donc, on est dans une triple logique de droit, c'est relativement simple. L'origine de nos établissements, c'est une décision d'Église qui envoie un individu, un chef d'établissement, en mission ecclésiale dans un lieu d'éducation. C'est clair, c'est net et c'est précis, et il reçoit une lettre de mission. On est dans le code de droit canonique, ni plus ni moins. Ce chef d'établissement, maintenant 95% ce sont des laïcs, autrefois c'était des clercs, alors ça mélangeait un petit peu les choses, mais maintenant ce sont des laïcs, donc on reçoit une lettre de mission. Ce chef d'établissement nommé va procéder à l'ouverture. Donc il pourrait ne pas être catholique, il y a maintenant des musulmans et des juifs, à l'époque il y avait des protestants, ce chef d'établissement va ouvrir son établissement, il va faire une déclaration administrative, c'est une loi de 1850. Donc, logique d'église, qui est la principale, logique d'entreprise, donc je suis catholique, je suis privé. Et, troisième sommet du triangle, si je remplis certaines conditions, je peux être associé à l'État, dans la limite des 14 articles du contrat que vous pourrez, je le répète, trouver sur Internet ou en me le demandant. Donc on fonctionne sur cette triple logique. Alors il est évident que pour un formateur, ça nécessite de prendre beaucoup de temps pour déterminer exactement comment ça fonctionne sur le plan juridique. Voilà, pour cette présentation générale. On peut passer à la régie, à ce qu'il y a dans le contrat. Alors je ne veux pas être exhaustif, parce que ça fait l'objet de toute une jurisprudence, mais je vais quand même vous donner quelques indications. J'ai un œil sur la pendule, rassurez-vous, Madame la Présidente. Les clauses du contrat, simplement quelques exemples. Si vous les voulez toutes, là encore, il y aura un service après-vente, je peux vous renvoyer un certain nombre de documents. Le principe de base, l'enseignement, c'est-à-dire le contenu académique, est placé sous contrat. Tout le reste, c'est la liberté de l'établissement, comme s'il était encore hors contrat. Donc, un mot sur ce à quoi s'engage l'établissement lorsqu'il est sous contrat. On verra ensuite ce à quoi s'engage l'État. Et puis, éventuellement, vous verrez s'il y a des transpositions en droit libanais, je n'en sais rien. Alors, l'établissement, à quoi s'engage-t-il? À respecter les règles et les programmes de l'enseignement public. Ben, ça veut dire tout simplement le référentiel, il faut faire les programmes qui sont ceux de l'enseignement public. Mon Dieu, ça ne choque plus personne. Les enseignants sont contrôlés par des inspecteurs pour valider, pour vérifier que le programme a été appliqué. La durée de l'année scolaire est la même que dans l'enseignement public, mais pas le calendrier. On peut très bien rentrer pendant l'été. Alors ça pose des petits problèmes de logiciel de paye pour les enseignants, mais enfin bon, ça c'est de la technocratie. Mais on est tenu à la durée de l'année scolaire, pas à son calendrier. Suivi de la scolarité, ben, il faut que les gens qui mettent leurs enfants dans cet établissement rendent compte aux parents, enfin bref, qu'il y ait une certaine... C'est la logique même du système d'ailleurs, rendent compte de ce qui se passe dans la scolarité, assurent le suivi dans le cadre des référentiels. Le dernier point n'est pas anodin, on n'a pas contractuellement, pour permettre l'accueil obligatoire de tous, on n'a pas le droit de sélectionner les élèves en raison de l'appartenance religieuse, l'instruction religieuse elle-même étant facultative, de droit. Je travaille pour les établissements juifs, je peux témoigner ici, et sans en dire du mal de nos amis juifs, mais que
cette clause du contrat qui est la même que pour nos établissements catholiques, elle est respectée avec pragmatisme. Et je n'ai pas encore connaissance de saisine du tribunal administratif parce que tel établissement juif oblige à porter la kippa. Nous, on n'a pas ce signe distinctif. Bon, c'est une règle, on l'a brandi. S'il y a exagération, l'État intervient, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas... Ben, encore que, on reparlera dans un instant du risque de communautarisation. Peut-être un jour allons-nous vivre quelques tensions, mais pour l'instant, cela reste un petit peu marginal. Diapo 13, toujours dans les engagements de l'établissement, on doit les surveiller, ils doivent être assidus, vous voyez, mais rien que de très logique. L'orientation est codifiée, ça veut dire que les procédures d'orientation sont les mêmes que dans l'enseignement public, mais on a retransposé pour nos établissements, au mot près, ce qui se passe pour l'enseignement public, sauf que, pour bien montrer que nous n'étions pas, vous allez voir, c'est une anecdote sémantique intéressante, nous n'étions pas un établissement public, alors que nous sommes sous contrat. Par exemple, il n'y a pas de conseil de classe chez nous. Et l'astuce, c'était dire conseil de la classe. Parce qu'on doit faire des évaluations, etc. Mais l'organisation, la façon de gérer un conseil, n'étant pas normée comme dans le public, eh bien, avec l'État, ça date de 1992, j'ai modestement participé à la rédaction de ce document, on a appelé ça un conseil de la classe, pour bien montrer symboliquement que le contenu, l'évaluation, c'est comme dans le public, mais les modalités, elles nous appartiennent. En fonction de quoi? Ben, du projet éducatif de l'établissement avec son caractère propre. 14. Les procédures de recrutement des enseignants, en revanche, là, c'est très complexe. Un enseignant dans un établissement sous contrat en France, alors, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais j'essaye de leur expliquer de temps en temps. Ils sont contractuels de droit public, c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État, ils sont recrutés par concours, mais ils doivent choisir, je veux travailler pour le privé ou je veux travailler pour le public. Et à ce moment-là, il y a deux filières, c'est le même concours, le même jour, pour des enseignants qui auront la même rémunération, qui seront surveillés sous l'autorité du recteur, etc., mais qui sont placés sous l'autorité du chef d'établissement, lequel, pour autant, n'a pas le pouvoir de licencier, qui appartient simplement au recteur d'académie. Mais bien sûr, ces enseignants ainsi recrutés sont ainsi payés par l'État et non pas par les familles. J'ai entendu parler de problèmes il y a une heure ou deux assez importants, me semble-t-il, sur ce sujet. Ces enseignants, en revanche, ont demandé, c'est ce qu'on leur dit habituellement lorsque certains disent « mais moi je suis payé par l'État, donc je n'ai pas de compte à rendre au chef d'établissement, gna gna ». J'ai demandé, je suis enseignant, j'ai demandé, ce qui n'est plus pas le cas, j'ai demandé à ce que le recteur d'académie me nomme dans un établissement qui a un projet éducatif particulier. À ce titre, je dois, à tout le moins, le respect vis-à-vis de ce projet éducatif, et je ne peux pas m'y opposer, parce que je ne respecterai plus le contrat avec l'État. Donc l'État demande à l'enseignant, non pas d'être un militant, non pas de faire de la catéchèse, on ne peut pas le lui imposer, seuls les volontaires participent aux activités pastorales, mais s'il devient prosélyte contre le projet éducatif, c'est susceptible de sanctions de la part de l'État parce que l'enseignant ne joue pas le jeu. En contrepartie de cela, je suis encore dans les temps, ma sœur. Ça va, merci. 15. En contrepartie, l'État paye les enseignants, gère leur carrière, ça échappe complètement à l'établissement. Et les coûts de fonctionnement, on parle maintenant de parité, les coûts de fonctionnement ne sont pas à la charge des familles, ils sont à la charge du budget, non pas de l'État, c'est une infime partie maintenant, de la collectivité locale, en l'occurrence pour les écoles de premier degré, ce sont les communes,
Pour ce que vous appelez le complémentaire, les collèges, pour nous, sont les départements qui payent, et pour les lycées, ce sont les régions. Et toute la difficulté, c'est une partie de mon activité, c'est de déterminer, alors ça c'est un exercice comptable assez redoutable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes lunettes quand on lit les comptes, c'est évident, c'est de déterminer combien coûte un élève de l'enseignement public. Donc je vais aller la semaine prochaine à Bordeaux pour décortiquer le budget du département, de la Gironde en l'occurrence, et pour déterminer quel est le coût d'un élève de l'enseignement public. Et c'est ce coût que le département va verser à l'établissement, parce que ce que payent les familles, ce n'est pas pour le fonctionnement, c'est pour le culte, l'organisation de la pastorale, les services, etc., et pour les investissements. Uniquement pour cela. Le reste est pris en charge par le contribuable, et il y a même la possibilité d'aide à l'investissement. Ça c'est facultatif. Donc ce n'est pas l'État qui s'occupe de cela, ce sont les collectivités locales. Voilà comment fonctionne le système. Vous allez me dire, c'est très onéreux pour le contribuable, mais là j'ai entendu tout à l'heure des choses qui correspondent exactement à ce que nous vivons. Un élève de l'enseignement privé catholique coûte moins cher au contribuable que s'il était scolarisé dans un établissement public. Il suffit de regarder les comptes de l'État et des collectivités locales pour s'apercevoir que c'est rentable pour le contribuable et le budget de l'État que non pas de subventionner, parce que le mot subvention veut dire que c'est facultatif, non, pour contribuer obligatoirement au fonctionnement des écoles privées, ça coûte moins cher aux contribuables. Donc l'argument qui consiste à dire l'État a des problèmes d'argent, c'est un argument spécieux, c'est un argument qui ne peut pas tenir dans la mesure où l'État et les collectivités font des économies en nous donnant les moyens de fonctionner. Alors bien sûr, il y a des contraintes, il faut qu'on puisse vérifier que l'établissement n'a pas trop de liberté en dehors de la loi. Les Français sont encore pires que les Phéniciens en matière de lecture de la loi. Hein. Vous savez, les Gaulois dont a parlé le président Macron la semaine dernière, qui râlent tout le temps et qui essayent de passer à côté du droit, etc. Donc on vérifie que ceci est respecté dans les clauses précises et ça coûte moins cher aux contribuables. Paragraphe 3, avant-dernière diapo, c'est la numéro 17. Après 58 ans de fonctionnement, quel est le bilan de cette association à l'État? J'ai osé appeler ça un bilan positif, parce que les choses en effet ont évolué. Au début, dans les années 60, 70, 80, c'était vraiment la cohabitation. Il y avait l'enseignement public d'un côté, l'enseignement privé de l'autre. Chacun revendiquait ardemment sa spécificité. Et puis petit à petit, la religion est devenue un élément presque secondaire. Et on a assisté, à cette époque, à ce que certains ont appelé un risque, c'est-à-dire qu'on perde, sinon son âme, du moins son identité, qu'on soit banalisé, qu'on soit un à moitié service public, quelque chose qui n'aurait plus de relief, qui n'aurait plus de spécificité, qui n'aurait plus de caractère propre. Et puis petit à petit, la réflexion a été menée, notamment au secrétariat général de l'enseignement catholique, et sans devenir communautaire ou identitaire, on s'est retrempé, on a réapprofondi notre spécificité, et depuis notamment le dernier statut de l'enseignement catholique, du 1er juin 2013, on constate, au travers des textes, réactions de juristes, que, j'ai marqué recléricalisation, que l'Église reprend la main, statutairement. Le statut précédent, qui datait de 1992, donnait quand même une grande latitude au privé plutôt qu'au catholique. Et maintenant, il y a un retour en grâce, si j'ose dire, des structures, des instances de l'enseignement catholique, des instances cléricales, une volonté de rechristianiser, parce qu'il est évident, je ne sais pas ce qu'il en est
au Liban, mais c'est vrai, nous avons, comme vous, des établissements à 95% de population musulmane dans les quartiers nord de Marseille, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de catholique là-dedans? Il y a le message que l'on veut faire passer au travers de notre caractère propre. On a des choses à apporter à nos frères musulmans, enfin, pour nous, c'est une évidence. Et puis arrive sur, guillemets, le marché, des confessions qui n'étaient pas concernées précédemment, notamment des écoles musulmanes, il y en a 54 en France, quelques-unes qui arrivent sous contrat, elles vont me demander de les aider à travailler, que je fais volontiers, les écoles juives, il n'y a plus d'écoles protestantes, il y a quelques écoles adventistes dans les départements et territoires d'outre-mer, et tout ceci est en train de rebouleverser le paysage et amène à des réflexions de fond que je trouve plutôt stimulantes. Alors, il y a des discours un petit peu jusqu'au boutiste, mais, je me permets de l'affirmer, Louis-Marie Piron, qui représente l'instance officielle du secrétaire général de l'enseignement catholique, ne va pas me contredire, sinon on ne serait pas venus ensemble, il n'y a pas de mise en cause de ce contrat actuellement. La plupart sont catholiques, donc l'interlocution se fait entre le ministère et l'enseignement catholique. M. Blanquer, l'actuel ministre, a été notre interlocuteur dans l'enseignement catholique, un type assez remarquable à cet égard, je ne parle pas politique. Et les écoles sous contrat, bien évidemment, refusent des élèves. Pourquoi? Sans doute parce que nous sommes meilleurs dans l'enseignement catholique. Non, c'est pas vrai. Mais parce que nous sommes plus attractifs, sans qu'on veuille apparaître comme un refuge, comme un recours, mais ça c'est de la politique, c'est de la communication, c'est d'une autre nature, mais le principe des contrats n'est pas remis en cause, et j'ai tenu la demi-heure, ce qui dans mon cas est quelque chose d'assez inhabituel. Merci de votre attention.